Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons voir la diaspora djiboutienne. Et il y a une question qui est posée aujourd'hui sur la diaspora djiboutienne. Le régime djiboutien veut-il mettre la diaspora djiboutienne sous tutelle en créant une association appelée JED? C'est la question que nous allons poser à nos invités ce soir. Et pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Abdi Abakar, professeur, Ismail Gilal, professeur, Abdurrahman Mohamed Al-Rassas, directeur de recherche de l'Institut de l'Afrique, Asie, des études stratégiques. Et enfin, Abdurazak Guedi, juriste et président de l'APDDH. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti, monsieur. Merci. Merci. Alors, pour commencer, vous avez entendu, je pense, mon intro sur la question que beaucoup de Djiboutiens aujourd'hui, et surtout des membres de la diaspora djiboutienne se posent. Est-ce que le régime djiboutien veut-il mettre la diaspora djiboutienne sous tutelle et pour quel intérêt? Alors, pour comprendre un petit peu l'écosystème de la diaspora djiboutienne et les liens que l'on entretient avec le régime djiboutien, nous avons besoin de reprendre un petit peu les choses depuis le début et nous voulons voir avec vous, Abdi Abakar, de nous présenter cette diaspora djiboutienne, l'immigration, ou en tout cas l'expatriation ou l'exil de membres de la diaspora djiboutienne. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous un peu sur l'historique de cette diaspora djiboutienne? Merci Mohamed, merci pour ton invitation. Effectivement, pour pouvoir comprendre un peu cette galaxie de la diaspora djiboutienne, il est tout important de revenir sur l'historique, de retracer l'historique de l'immigration des Djiboutiens à l'extérieur pour comprendre un peu le pourquoi des Djiboutiens de la diaspora. Pourquoi les Djiboutiens ont quitté leur pays pour s'installer à l'extérieur. Donc, d'abord, un premier point pour notre auditoire, c'est le fait de comprendre déjà la différence en termes de définition du terme d'émigration et d'immigration. Je dirais émigration lorsqu'on quitte son propre pays. On est un immigré, un immigrant. Lorsqu'on arrive dans un autre pays, comme notre cas de la diaspora djiboutienne, dans un pays d'accueil, on est immigrant. Donc, il faudra ici comprendre le pourquoi de l'immigration des Djiboutiens. Il faudra savoir que depuis l'indépendance du pays en 1977, les Djiboutiens quittaient essentiellement leur pays pour faire des études à l'extérieur, pour se former à l'extérieur. Donc, de 1977 à la fin des années 80, essentiellement, les gens qui quittaient, c'était pour poursuivre des études universitaires à l'extérieur, parce que notre pays n'avait pas à l'époque une université. Donc, beaucoup de jeunes Djiboutiens allaient à l'extérieur et en grande partie dans les pays européens. Ensuite, et leur objectif à cette époque-là, il faudra savoir, c'était toujours de revenir, poursuivre des études à l'extérieur, et leur objectif, c'était le retour au pays, ce n'était pas le fait de s'installer à l'extérieur définitivement. À la fin des années 80, il y a un changement énorme dans le monde. Vous savez parfaitement qu'il y a eu d'abord la guerre froide, à la fin de la guerre froide, en 89, la chute du mur de Berlin, puis dans les années 90, la fin de cette guerre froide. Et en 91, la fin de cette guerre froide a impacté beaucoup de pays de l'Afrique et en particulier nos voisins, l'Éthiopie et la Somalie. L'Éthiopie a été touchée par cela. Il y a eu des guerres civiles en Éthiopie et en Somalie et il y a eu énormément d'immigrants qui sont arrivés non seulement à Djibouti, puis qui partaient à l'extérieur également. Et à cette époque-là, beaucoup de Djiboutiens sont partis également parce que dans notre pays aussi, il y a eu une guerre civile. Après la conférence de la Baule
le discours de la Baule de François Mitterrand, les pays francophones de l'Afrique sur la question de la démocratisation, ont eu un certain nombre de problèmes et notre pays faisait partie des pays qui ont eu une guerre civile, la guerre à l'époque, en 91, et cela a entraîné le départ d'un grand nombre des Djiboutiens qui partaient en même temps que des Éthiopiens et des Somaliens vers l'extérieur et se sont installés à l'époque à l'extérieur. Avec la fin de la guerre froide, avec la fin de la guerre du FRUD en 1994, vous savez parfaitement, après Abha, le gouvernement était dans une situation extrêmement difficile. Difficile dans le sens où il avait besoin d'aide financière, en particulier auprès des instances internationaux comme la Banque mondiale ou les Fonds monétaires internationaux. Et à cette époque-là, et depuis la fin des années 80, la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux ont mis en place un programme qui s'appelait le programme d'ajustement structurel pour les pays du tiers-monde. Et Djibouti avait demandé des fonds et une des conditions était de mettre en place ce qu'on appelait le programme d'ajustement structurel qui demandait de resserrer le budget de l'État et d'organiser de façon efficiente les dépenses de l'État. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de fonctionnaires ont senti effectivement les difficultés économiques et beaucoup de gens ont quitté à cette époque-là aussi le pays. Donc la deuxième vague des Djiboutiens qui quittent, c'était lorsque a été mis en place le programme d'ajustement structurel autour de 95-96 au pays. Et les gens qui quittaient lors de cette deuxième vague, essentiellement, c'était des gens qui étaient éduqués, qui avaient un boulot à Djibouti, qui avaient du travail à Djibouti, alors que les gens qui ont quitté le pays en 1991 lors de la guerre civile, c'était des jeunes qui ont quitté leur scolarité, qui étaient au chômage essentiellement, et qui sont partis à l'extérieur, s'installer en même temps que les Somaliens et les Éthiopiens, et qui ont commencé à se former aussi à l'extérieur. Par contre, la deuxième vague des Djiboutiens qui quittent autour de 95, 96, 97, c'était essentiellement des gens qui étaient déjà formés, qui étaient des professionnels, qui travaillaient à Djibouti et qui avaient une formation et qui s'installent ensuite à l'extérieur. Là aussi, ils s'installent définitivement dans les pays occidentaux, en Europe, mais également en Amérique du Nord. Et vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, beaucoup de Djiboutiens qui sont bien placés dans ces pays-là ont quitté leur pays autour des années 95-97. Par la suite, vous savez qu'il y a eu un changement de régime à partir de 1999. Lorsque l'actuel régime est arrivé au pouvoir, il y a de nouvelles vagues d'immigration qui vont commencer. Et ces vagues d'immigration, et c'est ça qu'il faut que les Djiboutiens comprennent, ces nouvelles vagues d'immigration ne quittent pas le pays pour de l'insécurité ou bien pour de problèmes économiques, mais c'est à cause de la répression. Le régime actuel a commencé à réprimer les Djiboutiens et à chaque élection, il y avait des gens qui étaient réprimés. En 2003, lors des élections législatives, puis vous savez, en 2011, avec le printemps arabe, beaucoup de gens ont été réprimés et ont quitté le pays. Puis par la suite, lors des élections législatives de 2013 avec l'USN, vous savez parfaitement le nombre de personnes qui ont été emprisonnées, torturées, tuées, massacrées dans le pays. Et les Djiboutiens ont quitté désormais leur pays sous la répression. Et c'est ce régime répressif qui fait qu'aujourd'hui, énormément de Djiboutiens, des jeunes, mais également des gens formés, des gens moins formés aussi, sont à l'extérieur, surtout et essentiellement parce qu'ils quittent la répression. Tandis que les gens qui quittaient avant cela, c'était pour des raisons économiques ou autres. Par contre, aujourd'hui, les gens qui sont à l'extérieur, essentiellement, ont quitté leur pays sous la répression. Vous avez parlé de changement de régime. Pour l'ensemble des Djiboutiens, en tout cas pour bon nombre des Djiboutiens, il y a une continuité des régimes, mais il n'y a pas de changement de régime. Est-ce que ce que vous venez de dire, il y a eu un changement de régime? Est-ce qu'à Djibouti, il y a eu un changement de régime pour vous? Il y a une certaine continuité dans le sens que le même parti, les mêmes personnes sont toujours au pouvoir depuis 1999, mais il y a un changement dans le régime dans le sens où la répression a été multipliée par 10. Dans ce cas, on peut parler d'un certain changement dans la répression. Les Djiboutiens
était sous une forme de dictature avant 99, mais la répression n'était pas à la même hauteur que ce que nous connaissons depuis 1999. Depuis 1999, le régime actuel avait commencé à réprimer, à torturer, à tuer les gens. Et je dirais, c'est des spécialistes de la torture aujourd'hui qui sont arrivés. Et c'est dans ce sens-là que je soulignais le terme de nouveau régime. Oui. Beaucoup de gens qui disaient que l'ancien régime aussi, il torturait les gens et la répression de 1990 ou 91 était de même calibre que celle qui existe actuellement, même si beaucoup de gens se disent, et c'est l'actuel président, c'est l'ancien directeur de service secret djiboutien. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de continuité, mais je reviendrai pour vous. Je vais passer à Ismaël Djilal, professeur Ismaël Djilal, qui est, je rappelle qu'Abou Bakr est également professeur, et Ismaël Djilal est connu pour l'ensemble des Djiboutiens parce qu'il avait été victime d'un décret présidentiel personnel qui l'a obligé de quitter les pays. Illégal, pour préciser. Illégal. Pardon? Illégal. Illégal. C'était Voilà. un arrêté qui ne voilà. respectait pas du tout à fait. Voilà. En tout cas, un décret qui a été fait sur mesure pour lui. Professeur Ismaël Djilal, si je reviens vers vous, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous décrire, nous analyser aussi les portraits de l'exilé djiboutien? On parle, pour les Djiboutiens, la diaspora est composée, on va dire, presque 60 à 70% d'après certaines informations, des exilés politiques qui fuient les pays. Qui sont ces exilés et est-ce que tu peux nous faire le portrait de ces exilés djiboutiens? Ok, merci Mahmoud. En fait, ce que je peux dire, c'est que l'exil s'intensifie depuis 2013, depuis qu'il y a eu les clashs entre l'opposition et le régime par rapport aux élections qui sont déroulées, aux élections législatives qui sont déroulées en 2013. Donc, depuis ces temps, surtout, il y a eu beaucoup de vagues, beaucoup de gens qui ont quitté les pays, surtout pour des raisons politiques. Et à une époque aussi, les Américains avaient ouvert leurs portes, donc ils donnaient les visas à tout va, et ça a permis à ce que des gens quittent les pays. Donc, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont partout en Europe. Donc, vraiment, ils sont nombreux. Mais l'idée de départ, c'est quoi en fait? Pourquoi le GDD et pourquoi tous ces agitations de la part du régime? C'est surtout pour discipliner, pour infiltrer la diaspora. L'idée de départ, c'est il faut plus que ce qui s'est passé en 2013 à l'extérieur du pays et ce que la diaspora avait fait contre le régime, il faut plus que ça se reproduise. L'idée, c'est de les infiltrer. De l'octroi de beaucoup de visas par les pays occidentaux, d'infiltrer le flux des immigrés ou le flux des exilés à des agents du régime. C'est ça, oui. Ils veulent vraiment. Ils n'ont pas. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui se passe dans le pays, ils ont la maîtrise du territoire. Ce qui se passe dans le pays, ils ont la maîtrise. Mais ils avaient la maîtrise et ils ont toujours la maîtrise par rapport à ça. Mais c'est surtout à l'extérieur que ça déborde. Et qu'on avait même vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On se souvient que les gens venaient des États-Unis, du Canada, d'Europe. La mobilisation était énorme. Donc, maintenant, ils sont tournés vers la diaspora, vers les gens qui sont à l'étranger pour les domestiquer, soit par des projets immobiliers, soit carrément, dès qu'ils viennent, pour les plus engagés, dès qu'ils viennent à Djibouti, on les attrape à l'aéroport. Il y a toute une logique. Soit les gens vont plus, par exemple, il y a plein de gens qui me disent, moi, je n'ai pas envie de m'afficher dans les rues et je n'ai pas envie de manifester parce que j'ai envie de partir à chaque été voir mes proches. Donc, ils sont en train de mettre la pression sur les deux côtés. Le Djiboutien a déplacé
la peur qui était à Djibouti, maintenant à l'extérieur, au sein de la diaspora. Au sein de la diaspora, pour dire que personne n'est à l'abri du bâton. C'est ça l'idée, quoi. Il faut que vous avez quitté le pays, mais restez dans votre coin. Il ne faut pas dire quelque chose qui est. Il scrute ce qui se passe sur les pages Facebook, sur les engagements, ce qui manifestent. Et d'ailleurs, on a récemment vu un problème dans ce sens à l'ambassade de Bruxelles. Ils font tout. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une maîtrise totale sur la population djiboutienne. C'est comme si on était leur esclave. Tu es au Québec, tu es à Washington, il faut que tu aies peur. C'est l'idée que c'est ce que faisaient les Ben Ali, les consorts, tout ça, et les Éthiopiens, tous les dictateurs très professionnels et qui sont très forts dans la répression, ils se sont mutés, ils se sont radicalisés dans ce sens. La seule manière de les arrêter, c'est leur dire stop. Parce qu'eux, ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne connaissent que la force. Il faudra que nous, on agisse. Il est de notre survie. Parce que sinon, c'est fini. Professeur Ismaël Djilal, je passe à Abderrahman Mohamed Al-Rassas. Abderrahman, je viens vers vous. Professeur Ismaël Djilal nous a décrit, et avant lui, Abdi Abakar, les problématiques, on va dire, de l'exilé djiboutien qui a fui la répression du régime djiboutien. Et de l'autre, on a l'impression que ces derniers temps, le régime djiboutien, on va dire, est complètement tourné vers la maîtrise de cette diaspora qui, on va dire, qui échappe un petit peu son contrôle. Et on a l'impression qu'avec la création de ces associations, il commence à créer une emprise, une toile sur la diaspora djiboutienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire la nature de cette association et ses objectifs et son impact sur la diaspora? Assalamu alaikum. Merci beaucoup, Mahmoud, pour cette invitation. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de la LVD. Vous faites un excellent travail. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues et camarades qui sont ici ce soir, ainsi que toute la communauté djiboutienne, à l'occasion du mois de Rajab, Sha'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna bi Ramadan. C'est un peu la tradition de notre culture que de se souhaiter cette bénédiction à l'arrivée du mois de Rajab. Avant de rentrer sur la question spécifique que vous m'avez posée, je voudrais d'abord revenir sur des éléments importants que mes collègues et frères ont bien présentés concernant comment le régime de Djibouti, depuis l'indépendance de 1977, a utilisé, ou si on peut dire, a toujours essayé de contrôler la population djiboutienne par tous les moyens nécessaires, ce qui a amené énormément de notre monde, de notre population, à s'exiler. Mon frère avait mentionné, surtout dans les années 90, effectivement, 90, il y a eu un sursaut dans le monde entier. Il y avait des changements géopolitiques qui se passaient. Djibouti, les gens se sont organisés pour dire non à la discrimination et surtout les débuts de ce régime qui essayait d'affaiblir la cohésion sociale qui existait à Djibouti. C'est ce qui a amené effectivement l'insurrection au nord du pays. Et c'est ce qui a amené effectivement une première vague. Deuxième vague, c'est quand le gouvernement s'est attaqué à tout ce qui était enseignant et intellectuel. Beaucoup, j'imagine, se souviennent de l'importance du syndicat des enseignants Sineset et comment le régime a tout fait pour les détruire. Ensuite, effectivement,
il y a eu l'intervention du FMI, de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Souvent, on a l'impression que ce sont des institutions internationales qui sont là pour aider. Non, c'est des instruments de contrôle. Et effectivement, avec l'argent qu'ils ont amené à Djibouti, surtout pour le régime, cela a donné à ce régime, si on peut dire, de l'oxygène, mais en même temps le prétexte pour surtout détruire ce qu'il y avait comme administration à Djibouti. Et quand je parle d'administration, on avait des gens qui étaient qualifiés, comme mon frère Abdi Abokar l'avait mentionné, des gens qui étaient formés à l'extérieur, qui étaient revenus dans leur pays, des gens qui avaient énormément d'expérience. Et le régime en a profité pour s'attaquer à ces gens-là sous le prétexte de l'ajustement structurel. Donc, ce régime a mis au pas le pays. Ensuite, effectivement, c'était avec l'arrivée de 99 de Ismaël Omar Guelleh, c'est effectivement la répression qui a énormément augmenté. Avant, on utilisait, si on peut dire, différentes propagandes, mais là, avec l'arrivée d'Ismaël Omar Guelleh, le régime a enlevé le masque et c'était la répression à azimut. Maintenant, si je reviens à la question que vous m'avez posée, effectivement, les différentes vagues d'exil politique, économique, mais surtout politique, ont amené énormément de notre population à s'installer dans différents coins de la planète. Ces gens-là, à un moment donné, veulent revenir dans leur pays. Mais quand ils reviennent au pays, ils font face à énormément de problèmes, surtout à cause de la corruption, à cause de, si on peut dire, juste pour avoir un simple papier, si on peut dire, c'est le chemin, c'est un calvaire à Djibouti. Donc la corruption, la malgouvernance. Et donc, cela a amené beaucoup de gens, des Djiboutiens, à dire, écoutez, il faut qu'on s'organise et de créer, si on peut dire, une association pour faciliter aux Djiboutiens qui veulent revenir dans leur pays. Moi, à l'époque, j'étais en Éthiopie en 2016, quand j'ai été contacté par des Djiboutiens de la diaspora qui étaient venus à Djibouti, qui avaient rencontré énormément de problèmes et qui ont commencé à travailler sur la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la GDD, Global Djibouti Diaspora. À l'époque, en 2016, j'ai travaillé sur comment mettre en place cette association. Donc, on peut dire effectivement que cette association a eu comme début, était venue de la diaspora. Mais on le verra petit à petit quand le gouvernement ou le régime de Djibouti a vu que la diaspora djiboutienne était en train de s'organiser. Très vite, il y a eu la récupération. Et ça, c'est un des traits qui caractérise ce régime à Djibouti actuellement. À chaque fois qu'il y a n'importe quelle initiative, il y a soit c'est la récupération, soit c'est l'infiltration, soit c'est la destruction. Donc, effectivement, la GDD, Global Djibouti Diaspora, qui a été créée par des Djiboutiens de la diaspora, a très vite été infiltrée et a très vite été récupérée par le régime. Qui ont travaillé pour cette création de cette association, comment aujourd'hui vous voyez son impact et son infiltration? Pour être honnête, à l'époque, en 2016, au moment où on s'était réunis, ces questions se sont posées. D'un côté, on faisait face à une question tout à fait banale, celle de dire d'avoir la légalité de l'association. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de faire de travailler avec le régime de Djibouti, d'avoir, si on peut dire, les papiers, le statut et tout ça. Ensuite, effectivement, puisque c'est une question qui concerne la diaspora djiboutienne, donc il y avait cette question de comment travailler, surtout avec le ministère des Affaires étrangères. Très rapidement, la question s'était posée. Au début, c'était de dire, écoutez, Global Djibouti Diaspora doit être totalement indépendante
dans son financement et dans son fonctionnement. Oui, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas s'en passer. On doit travailler avec les différentes institutions du régime de Djibouti, mais on doit garder cette distance. Et très rapidement, là où le régime de Djibouti a travaillé, si on peut dire, son infiltration, c'était de dire non seulement on va vous octroyer le local, non seulement on va vous octroyer un financement, non seulement on va travailler, si on peut dire, main dans la main avec vous. Et c'est ça qui avait amené effectivement que plusieurs personnes qui étaient au début, qui donnaient de leur temps volontairement, incluant moi-même, on a décidé effectivement de se retirer de la JDD. L'Institut de l'Afrique-Asie, des études stratégiques, Abdelrahman Mohamed Al-Rassas, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on peut créer des associations de la diaspora totalement indépendantes du régime djiboutien? Est-ce qu'on peut les créer? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec cette GDD? Personnellement, et c'est mon opinion, je suis allé à Djibouti à plusieurs reprises, même si aujourd'hui, effectivement, je suis devenu persona non grata par le régime. Je ne pense pas, effectivement, avec le régime actuel de Djibouti, qu'il y a possibilité d'une collaboration saine. Je pense qu'effectivement, la diaspora djiboutienne, où qu'elle soit, doit s'organiser, mais effectivement, d'établir, si on peut dire, des bases de collaboration, pour moi, c'est impossible. Parce que le régime, ce que cherche le régime de Djibouti, c'est un contrôle total. C'est un contrôle total, c'est une infiltration totale. Et surtout, c'est continuer effectivement à pouvoir instiller la peur pour contrôler, pour nous contrôler. C'est que beaucoup de Djiboutiens ont refusé et ont quitté leur propre pays, leur famille, pour aller vivre dans d'autres pays, dans des conditions souvent très difficiles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une collaboration possible. Par contre, effectivement, les différentes diasporas partout dans le monde doivent s'organiser. Et surtout, l'agenda doit être comment amener un changement à Djibouti. Et c'est seulement quand un changement sera possible à Djibouti qu'effectivement une relation de collaboration pourra se faire qui est basée sur, qui sera gagnant-gagnant. Pour savoir, vous avez décrit comment le régime djiboutien essaye, en tout cas par tous les moyens, de contrôler la diaspora, l'ensemble des Djiboutiens, et ces derniers temps en particulier la diaspora. Abdelrazak Guedi, juriste et président de l'ABDDH, est-ce que, pour vous, est-ce que cette volonté du régime djiboutien de contrôler l'ensemble de la population djiboutienne, et en particulier la diaspora djiboutienne, est-ce que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, qui est possible avec cette association JED? Et deuxième point, on a l'impression ces derniers temps que la répression à l'encontre de la diaspora djiboutienne s'accentue jour après jour. Nous avons des gens qui ont été arrêtés, torturés, maltraités, en plus et ensuite renvoyés dans les pays, dans leurs autres pays, du moment qu'ils ont la double nationalité. Et ces derniers temps, il y a un ressortissant djiboutien qui est actuellement un membre de la diaspora, qui est actuellement en prison à Djibouti. Est-ce qu'on peut dire que le régime djiboutien est de l'autre? Le régime djiboutien envoie
des ambassadeurs de la cause de cette JED qui fait le tour des pays européens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le régime djiboutien est en train d'utiliser les bâtons et la carotte avec la diaspora djiboutienne? Je disais, il faut pas accorder une importance particulière à cette structure, combien même il faut rester vigilant, il est vrai. Vigilant en sensibilisant nos compatriotes sur le danger aussi de cette structure qui propage donc des mensonges et qui risque aussi d'arnaquer nos compatriotes par moment, parce que il me donnait des savoirs aujourd'hui qu'ils ont commencé à demander une cotisation de $50 par personne pour leur délivrer des cartes soi-disant qui leur ouvriraient la porte de différents ministères à Djibouti. Donc, il faut rester très vigilant. Arnaquer les gens en leur disant vous payez $50 et on va vous établir des cartes qui vous permettront, une fois arrivé donc à Djibouti, vous aurez donc le privilège, l'exclusivité de rencontrer tous les ministres djiboutiens que vous désirez en fait. Hein. Donc c'est une carte qui est validée par les systèmes et par les régimes djiboutiens en fait, c'est ça. Hein. D'accord. Abdelrazak, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas donner trop d'importance à cette JED et à cette structure créée par les régimes djiboutiens, en tout cas créée ou récupérée par les régimes djiboutiens. Mais lorsqu'on voit le travail que fait cette structure avec l'OMI, qui est chargée, c'est l'Organisation internationale de l'immigration, est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même pour les Djiboutiens, en tout cas pour les exilés djiboutiens, pour les expatriés djiboutiens qui ont fui ces régimes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sécurité que l'OMI travaille main en main avec cette structure qui est la JED? Les risques, il existe et il est réel, il faut le dire. Aujourd'hui, le régime djiboutien, donc c'est un système qui est capable de propager de mensonges sur de personnalités djiboutiennes qui ont fui les systèmes et qui sont installées à l'étranger. C'est une réalité à laquelle il faut être conscient, s'y préparer, mais aussi c'est à nous en fait, hein, c'est à nous aujourd'hui de nous organiser autrement pour contrer ces menaces qui existent et qui sont réelles. Et c'est à nous aussi de démontrer à ces organisations qu'ils travaillent et qu'ils s'appuient sur des personnes qui n'ont aucune légitimité à Djibouti et qui ne peuvent pas nous représenter en fait quand on est à l'étranger. Donc un travail reste pour nous de coordination, de création des structures qui puissent défendre les intérêts des Djiboutiens à l'étranger, qui puissent aussi converser, échanger avec ces organisations internationales. Voilà, ces organisations, nous le connaissons, on a déjà travaillé avec eux. C'est à nous aussi, en fait, d'agir aujourd'hui, hein, autrement que ce qu'on faisait auparavant. C'est à nous de contrecarrer, on va dire, les actions de cette structure. Quelles sont les actions aujourd'hui? Quelles sont les réponses que vous pouvez, que la diaspora, à travers vous, vous êtes le président, je disais tout à l'heure, de l'ABDDH. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'ABDDH et que doit faire la diaspora pour contrecarrer, on va dire, les actions de cette structure utilisée par les régimes djiboutiens? Pour moi, la réponse appropriée passe déjà par nous, par la création des structures qui sont destinées à promouvoir, mais également à défendre nos droits, le droit des Djiboutiens. Cette structure qui va être créée, c'est une structure qui aura une représentation légitime et citoyenne. Nous sommes aujourd'hui tous des ressortissants aussi français, canadiens, belges, néerlandais. Et donc, c'est à nous aussi aujourd'hui d'avoir cette représentation qui est légitime et citoyenne. C'est à nous aujourd'hui aussi de faire valoir auprès des autorités aussi de pays. Nous avons des droits, nous avons des obligations et nos droits nous donc permettent de nous défendre autrement. Et l'obligation aussi que nous avons vis-à-vis de pays dans lesquels on est aussi ressortissant, c'est aussi qu'ils nous défendent contre ces ingérences. Je reviendrai un petit peu comment on peut mettre en place là-dessus. Donc, il y a déjà cette structure à créer qui aura une représentation légitime et citoyenne et qui va pouvoir défendre le droit des Djiboutiens. Et ensuite, cette structure, une fois qu'elle a été mise en place, elle aura la possibilité d'agir en justice. Nous avons la chance d'être dans des pays d'état de droit.
Donc, nous pouvons agir sur plusieurs volets. Nous pouvons agir dans un premier temps pour contrer les actes et les actions commis par les tortionnaires qui aujourd'hui viennent ici, qui s'installent en Occident, qui se soignent en Occident, qui se forment en Occident. Les instruments et les outils juridiques, nous les avons. Donc, c'est à nous aujourd'hui de nous organiser pour pouvoir mettre en action ces actions-là. Donc, nous pouvons agir contre les tortionnaires. Nous pouvons aussi agir dans les domaines de biens mal acquis. Ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons entreprendre. Et nous avons également la chance aujourd'hui, que ce soit en France ou au Canada, d'avoir en 2024 des lois qui nous protègent contre les ingérences de ces puissances étrangères. Donc, c'est à nous réellement de nous organiser pour faire les choses. Je vous donne un exemple. En France, juillet 2024, il y a une loi qui a été mise en place. C'est une loi pour lutter contre les ingérences étrangères. Donc, la loi, elle fixe plusieurs objectifs. Elle nous dit il y aura un renforcement qui va être fait par l'utilisation des algorithmes ou un registre des activités de ces associations ou de ces structures vont être enregistrées. Nous avons la possibilité de porter à la connaissance des autorités françaises l'existence de ces types de structures dans un premier temps. La France a la possibilité aussi de geler. Aujourd'hui, on a cette loi qui est de 2024, juillet 2024, on a la possibilité de geler des avoirs de ces personnes-là. C'est dans le cadre de la lutte contre les ingérences étrangères. Le Canada vient de se doter en 2024 de ce même dispositif. Donc, c'est à nous réellement d'utiliser les outils que nous avons sur cet aspect pour tout ce qui concerne les ingérences étrangères. Pour le bien mal acquis, en France, il y a des actions qui sont engagées aujourd'hui. Donc, nous avons la possibilité d'accompagner. Au Canada, il existe également une structure qui lutte contre les biens mal acquis. Ces gens-là, ils ont volé le pays, ils viennent au Canada, ils viennent en France, ils achètent de biens. Donc aussi, c'est à nous aujourd'hui de nous montrer autrement et d'être plus actifs, plus entreprenants aussi. Troisième volet, les tortionnaires. J'avais dit aussi les tortionnaires en France, nous avons des lois qui nous permettent réellement d'agir contre ces personnes-là. Et quand vous êtes un Français et que vous avez été torturé, que vous avez été détenu au secret, vous avez la possibilité aujourd'hui, avec les régimes juridiques français, de poursuivre ces tortionnaires. Voilà, nous avons tous ces volets-là, mais dans un premier temps, il faut que vraiment au Canada, que vous puissiez déjà dans un premier temps créer une structure qui est destinée à promouvoir et à défendre les intérêts et les droits judiciaires, Mohamedou. Nous l'avons en France et on continuera à travailler. Donc, vous dites aujourd'hui qu'il y a déjà des structures qui ont été créées en France. Est-ce que les Djiboutiens déjà sont au courant de ces structures? Et une autre question un peu subsidiaire de la question précédente. Là, actuellement, il y a un ressortissant français d'origine djiboutien, franco-djiboutien, on va dire, qui est actuellement en prison à Gabon, qui a été un membre de cette diaspora qui est rentré à Djibouti et qui est jusqu'à aujourd'hui détenu. Donc, s'il y a des lois pour protéger les ressortissants français, pourquoi ces ressortissants ne pas pu bénéficier de cette loi? En fait, il faut distinguer deux choses. La représentation française à Djibouti même, ce sont des fonctionnaires qui sont là simplement pour protéger leurs intérêts. C'est des fonctionnaires qui partent du postulat qu'il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Donc, eux, ils ont une carrière à construire, ils ont des intérêts à préserver, et donc ils sont là pour chouchouter réellement, donc on va dire, le système djiboutien qui est en place aujourd'hui. Il y a un deuxième acteur à prendre en considération, c'est la justice. Et donc la justice française, aujourd'hui, au niveau de la jurisprudence, la Cour de cassation française, elle a admis, elle a reconnu que quand il y a un Français qui a été donc détenu au secret, quand il y a un Français qui a été violenté, qui a été donc torturé, la loi française permet de poursuivre ces tortionnaires. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez parlé de Yacoub, qui est un binational, un franco-djiboutien, installé à Bruxelles, qui a été arrêté à Djibouti par toujours le même service secret djiboutien, qui l'a donc arrestation donc qui est vraiment très arbitraire, détention au secret toujours par la même direction de la sécurité,
qui n'a absolument pas présenté Yacoub devant un juge dans le laps de temps qui lui était déterminé. Et ensuite, c'est par la suite qu'il a été déféré devant un juge. Et Yacoub a été donc incriminé en utilisant des faits qui ne sont pas du tout fondés juridiquement. Et il s'est retrouvé pour de faits des rébellions, de faits de... c'était quoi? Injures aussi. Et aujourd'hui, il est à Gabod. L'action qui est aujourd'hui entreprise par ses avocats, donc en première instance, la juge qui suivait son dossier lui avait donné une liberté donc provisoire. Le parquet a interjeté appel en pourvoi. Et en pourvoi, donc pareil, la cour d'appel avait donc validé la mise en liberté. Le parquet toujours, qui est toujours très bien installé à Djibouti, a encore interjeté appel. Et à l'heure où je vous parle, c'est devant la cour de cassation djiboutienne. Donc, vous voyez, la justice djiboutienne est aujourd'hui instrumentalisée, utilisée par les systèmes djiboutiens, avec aujourd'hui à sa tête quelqu'un que, personnellement, j'ai beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui a vraiment fragmenté, détruit la justice djiboutienne. Il se retrouve à la tête de la Cour suprême djiboutienne. Lui-même était à l'initiative de la construction aujourd'hui de la réforme de la justice qui vient d'être validée avec de magistrats qu'il a choisis, que ce soit des magistrats du parquet ou des magistrats du siège. Donc voilà, aujourd'hui, dans notre pays, la situation, elle se détériore de plus en plus. Cet homme s'est durci de plus en plus et les Djiboutiens ne savent plus vraiment quel sens c'est voué. Donc c'est à nous aussi de la diaspora de nous organiser et de faire plus d'efforts parce que sincèrement, moi je trouve qu'on n'est pas aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il faut faire. C'est à nous de nous bouger plus que ça. C'est à nous réellement de montrer à ces systèmes, à ces régimes que nous avons des outils et qu'on peut le poursuivre, qu'on peut les enquiquiner et qu'on peut réellement desserrer les taux qui se renferment sur nos compatriotes djiboutiens. Aux autres invités, Ismaël Djilal, Abdelazar Guedi vient de décrire qu'il y a des structures, qu'il y a des lois qui puissent protéger les Djiboutiens. Est-ce que les Canadiens, est-ce que la diaspora américaine, la diaspora djiboutienne, on va dire, qui vit en Amérique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, est-ce qu'ils sont conscients que dans leur pays d'accueil aussi il y a ces lois et est-ce que la diaspora, les gens de la diaspora sont conscients qu'ils peuvent se défendre au niveau de la justice? Parce qu'on a l'impression que les Djiboutiens, que ce soit diaspora ou les ressortissants, les Djiboutiens qui vivent à l'intérieur du pays, ont du mal à utiliser, en tout cas, le jargon juridique et à utiliser les lois, quel que soit à Djibouti ou à l'extérieur, même si Abdelazar Guedi vient de décrire que la justice djiboutienne est sous ordre, mais on a l'impression que les Djiboutiens ne se tournent pas vers la justice. Est-ce que les Djiboutiens aujourd'hui sont conscients qu'il y a un moyen de faire pression sur le régime djiboutien à l'extérieur du pays? Je pose la question. Oui, donc, Mohamed, tu as bien dit. En fait, Guedi a bien expliqué en détail la problématique et en termes juridiques, ce que ça pose la GDD. Donc, il faut comprendre juste, pour revenir un peu sur ça, après je vais te répondre, c'est le fait que, en fait, le régime, il est dans une posture d'offensive. À chaque mandat, à chaque mandature, il veut avancer ses pions. L'idée, c'est ça, quoi. Il veut inventer de nouveaux instruments de domination, de nouveaux instruments de répression. Ce qu'il est en train de faire, des pays comme le Cameroun, des pays comme en Afrique sont en train de le faire. Et c'est à la mode même, et ils font des alliances avec les agences de l'ONU. Donc l'idée, c'est de toujours mettre au pas la diaspora pour que personne ne parle, pour que tout le monde se mette dans le rang. L'idée,
c'est d'abord, et de l'autre, la répression qui se poursuit au pays. Donc, je renferme ça. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, c'est un régime qui est à l'offensive. Il ne peut que s'arrêter que par les rapports de force. Donc, nous, il faut qu'on, quelque part, il faut qu'on utilise les moyens de la justice, surtout dans les pays occidentaux que nous résidons. Donc, je demande à ce qu'on fasse ce qui est, par exemple, Guedi nous conseille, c'est-à-dire, et qu'il est en train de faire en France et tout ça. Donc, il faut qu'on fasse des structures. Il faut parce que les gens sont un peu sont terrorisés. Ils entendent des gens qui sont partis d'ici et qui ont été enfermés. À chaque fois, ils entendent ça. C'est à nous de démystifier la chose, d'expliquer, de vulgariser auprès des gens, de leur dire qu'ils n'aient pas peur. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez aller dans votre pays sans faire des alliances avec la GDD. Donc, il faut mettre un contre-discours. Donc, ce contre-discours ne peut provenir que ceux qui sont au courant de la chose et qui est nous. Donc, c'est à nous de vraiment de donner des informations et d'aller vers la justice, de créer les structures concernées, mais il faut qu'on passe à l'offensive et que la peur, c'est nous qui avons peur quelque part aussi, ceux qui sont dans la diaspora, à l'étranger, qui ont peur. Il faut que la peur change de camp et qu'ils aient peur quelque part et qui, par exemple, ce qu'on a fait aux gens, il y a des généraux qui ont été arrêtés en Allemagne, des généraux syriens. Donc, il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on arrête et qu'on passe à l'offensive. Il est de notre survie quelque part. Donc, l'Égyptien, c'est normal, il ne peut pas tout savoir ce qui se passe derrière, mais c'est à nous de les informer constamment dans les réseaux, de leur dire les choses, comment faire, de leur donner un kit. Si tu es arrêté quelque part dans tel pays, lorsque tu rentres chez toi ou en Éthiopie, il faut faire ceci, cela. Donc, la procédure à suivre. Donc, il faut que on se mette au travail et qu'on fasse de l'offensif. Et c'est ça que j'ai dit, moi. Question. On arrive à la fin de notre émission. La même question pour Abdelrahman Mohamed Al-Rassas. Ok, la même question pour Abdi Abakar. La même chose que Abdourazaq et Ismail viennent de dire. Mais d'abord, il faut savoir que le régime à Djibouti de 99 jusqu'en 2013 ne s'intéressait pas à la diaspora djiboutienne directement qui sont à l'extérieur, mais beaucoup plus à la diaspora somalienne. Il s'intéressait aux chanteurs, aux chanteuses, aux griots dont il avait besoin pour mettre en avant tout ce qu'il est en train de faire à Djibouti, mais également des intellectuels somaliens. Les intellectuels somaliens intéressent beaucoup plus que les intellectuels djiboutiens parce que ces gens-là ne vont pas critiquer le régime qui est en place. Et donc, à partir de 2013, c'est là que le régime a remarqué que les Djiboutiens de l'extérieur, un, sont libres, deux, ils aiment leur pays, trois, ils veulent contribuer à leur pays et ils ont été la voix de la diaspora djiboutienne, comme vous le savez, lors des élections législatives, a été extrêmement importante à l'extérieur. Et c'est là qu'il avait commencé de mettre en place un plan, des actions multiformes, que ce soit la création de la GDD, que ce soit l'infiltration de la diaspora djiboutienne qui se trouve à l'extérieur, que ce soit ici en Amérique du Nord ou en Europe. Il a envoyé tellement de gens, il finance des actions d'un certain nombre de Djiboutiens qui sont à l'extérieur et qui veulent rendre service à ce régime-là. Et donc, la GDD n'est qu'un point parmi les actions que fait ce régime qui est en place. Ils ont voulu également montrer une image négative du Djiboutien qui se trouve à l'extérieur, qui est inutile pour eux, qui se trouve à l'extérieur, parce qu'il a dit non à un régime dictatorial. Donc, pour pouvoir réagir face aux actions multiformes
de ce régime-là. Je souscris exactement ce que vient de dire Abdelrazak Guedi. Il faut effectivement, à travers dans le cadre d'organisation et d'association, de mettre en place un plaidoyer dans ces pays où nous vivons, que ce soit ici au Canada ou bien en Europe. Nous avons l'avantage d'avoir des lois qui protègent à la fois les citoyens que nous sommes ici dans ces pays-là, mais également le droit de l'homme des Djiboutiens qui se trouvent ici. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, tout jeune Djiboutien qui, d'une façon ou d'une autre, contribue à son pays de façon libre, critique le régime, à chaque fois qu'il repart à Djibouti, Yacoub n'est pas le seul, hein, à chaque fois qu'un Djiboutien repart à Djibouti, il est automatiquement torturé, emprisonné, et vous savez parfaitement ce qui s'est passé avec d'autres jeunes Djiboutiens. Donc ils vont continuer non seulement à torturer les gens qui repartent dans leur pays, mais également à attaquer, à nous menacer les gens qui se trouvent à l'extérieur, à envoyer des fausses documentations aux sécurités publiques canadiennes, américaines ou européennes, et ils vont continuer cela tant que nous autres, les Djiboutiens, nous d'abord mettons pas la cohésion à l'intérieur de cette diaspora, leur faire comprendre, mettre en place ce plaidoyer et utiliser le cadre que vient de souligner mon compatriote Abdelrazak et Ismaël. Aboubacar, je reviens vers vous, Abdelrazak Guedi. Abdelrazak, on a l'impression que le régime djiboutien utilise beaucoup, lui, la justice, mais que les Djiboutiens n'utilisent absolument pas. Lorsqu'on arrête un Djiboutien, on a l'impression que les Djiboutiens sont démunis, que la famille de la personne arrêtée est complètement démunie face au pouvoir du régime djiboutien. Et qu'il n'y a pas de recours, à Djibouti, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui défendent lorsqu'on arrête quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, les Djiboutiens sont, on va dire, démunis face au pouvoir du régime djiboutien au niveau de la justice? Et quelle solution faut-il pour inverser, on va dire, la tendance? Il me semble que les saluts, il n'est plus dans les structures, familiales en fait. Hein. C'est là où aujourd'hui le bas blesse, parce que lorsqu'un de nos compatriotes est arrêté par la sécurité donc djiboutienne, tout de suite, donc c'est un mécanisme qui est en fait assez rodé, et c'est comme ça que ça marche. Dès que quelqu'un est arrêté, la sécurité intérieure, elle va envoyer de personnes qui, on va dire des représentants de la famille, un député qui travaille pour le régime et pour le système, pour calmer la famille, pour soudoyer la famille. Et entre-temps, le ressortissant qui est arrêté, lui, il est torturé, il est détenu par cette direction de la sécurité, qui le torture, qui le violente, qui lui pose mille et une questions dont il n'a pas lieu d'être. Et entre-temps, on essaie de calmer la famille en leur racontant des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Et malheureusement, nos familles, elles espèrent beaucoup, elles croient encore à ces structures qui ne servent absolument à rien, sinon aux intérêts donc, du régime et du système. Et entre-temps, la personne, vraiment, elle est maltraitée et elle reste victime du système. Donc, nos familles, indirectement, participent, tu vois, à ce système qui maltraite les Djiboutiens. C'est là où réellement, dont je dis, le bas blesse. Maintenant, c'est à nous d'inverser les choses. C'est à nous de dire aux familles, très bien, ce qu'il y a à faire, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'une seule solution. C'est d'abord demander à ce que le droit de la personne qui a été interpellée par ces services soit respecté. C'est la seule chose. Si les familles demandent de compte, je vous assure que la démarche va changer. Et le système réellement va réfléchir autrement. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces cadres-là. Les familles demandent la libération. On ne demande pas du tout pourquoi la personne a été interpellée, pourquoi ses droits n'ont pas été respectés. Elles commandent de droits qui leur sont propres et qui sont tirés de la Constitution, du Code pénal, du Code de procédure pénale et de conventions que Djibouti a signées. C'est aussi un des objectifs pour lequel donc, on souhaite organiser cette conférence à midi, c'est pour montrer aux Djiboutiens, avec les témoignages des gens qui ont été donc, détenus, qui ont subi des violences,
que les familles, elles ne servent absolument à rien, sauf à appuyer, sauf à rendre plus simple la détention et les violences qui sont apportées à nos compatriotes. Donc, c'est là aussi où on a du travail à faire, à sensibiliser, à convaincre les familles que le salut réside dans le droit. Il faut réellement aller en justice. Même s'il n'y a pas beaucoup d'avocats courageux, on est là, ils peuvent nous solliciter et nous, on peut enclencher aussi des procédures. Et d'ailleurs, pour Yacoub, c'est ce qu'on avait fait. On s'est proposé à la famille a décliné notre offre et entre-temps, Yacoub, on sait aujourd'hui, il est devant la Cour de cassation. Donc, vous voyez, on court derrière les temps. C'est ça qui est un peu malheureux, Mahmoud. Mais nos compatriotes doivent comprendre que tout réside dans le droit. Minutes que vous allez organiser une conférence sur les droits de l'homme et la situation politique à Djibouti. Est-ce que ça consiste quoi cette conférence? Est-ce que vous avez quelques minutes pour nous en dire un peu plus? Cette table ronde ou conférence, pour nous, c'est de montrer à nos compatriotes djiboutiens, parce que beaucoup ne savent pas, c'est ça qui est un peu malheureux, à la diaspora aussi djiboutienne, qu'aujourd'hui, le système guerrier s'est attaqué aux binationaux. Parce que les Djiboutiens qui sont à Djibouti, ils n'ont plus la possibilité de sortir. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, Adan Abdou, qui est un président d'un parti politique, il n'a plus de passeport, il ne peut plus sortir. Khadr, qui est un président d'un parti politique, il ne peut plus sortir de Djibouti, on lui a confisqué son passeport. Qassim Ahmedine, qui est une autorité aussi politique djiboutienne, ne peut pas avoir son passeport. Il y a aussi Abdelrahman Teïs, à qui on a confisqué son passeport. Là, à Djibouti, ils ont transformé réellement le pays en une prison à ciel ouvert. Ils s'attaquent aujourd'hui donc aux binationaux qui ont manifesté leur désaccord avec les systèmes. Et donc, chaque personne qui parle et qui décrit la situation de Djibouti est considéré comme un opposant. Et donc, aujourd'hui, ils s'attaquent aux binationaux. On veut montrer à la communauté internationale ce que fait le régime djiboutien contre ses propres ressortissants quand ils rentrent au pays. Donc, il y a des actes de violence, de torture qui sont réellement faits à ces personnes-là. Donc, les Djiboutiens vont venir témoigner dans le cadre de cette conférence. Et ensuite, on va interroger les avocats qui nous entourent. Il y aura la présence donc de vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et on va donner des pistes de réflexion à nos compatriotes djiboutiens, comment réellement ils peuvent se défendre. Et donc, on espère que cette conférence fera aussi date et qu'elle pourra nous permettre réellement de mieux informer et sensibiliser nos compatriotes d'ici et d'ailleurs sur nos droits et sur ce qu'on a à faire et ce qu'il nous reste à faire. Monsieur Abdelrazak, un mot sur le dernier voyage du président français à Djibouti. Nous avons entendu qu'il y avait des échanges d'amitié entre les présidents djiboutiens et les présidents français. On a l'impression que la France ferme les yeux sur ce qui se passe au niveau des droits de l'homme à Djibouti, au niveau de la démocratie. Il n'y avait pas un mot sur la démocratie qui a été prononcé par le président français lorsqu'il était à Djibouti. Quel est aujourd'hui pour vous les messages au sein de la diaspora djiboutienne que vous voulez adresser? Et ça s'adresse à Abdelrazak Guedi, que ça s'adresse à Abdi Abakar, que ça s'adresse à Ismaïl Djilal ou Abdelrahman Mohamed Al-Rassas. Quel message vous voulez envoyer au président français? De l'autre côté, la France est en train de perdre tous ses bases militaires en Afrique. Djibouti est la seule base, on va dire, encore fonctionnelle qui existe sur le continent africain. Quel message les Djiboutiens veulent envoyer aux responsables politiques français? Est-ce que faut-il que la France continue sur cette voie de soutenir la dictature à Djibouti? Je laisse d'abord mes compatriotes de se saisir de cette question. Ismaël, vas-y Ismaël. Ok, merci. En fait, à la dernière minute, lorsque le dictateur quitte, c'est là où il se greffe au peuple et à la lutte. Mais lorsqu'il s'agit de maintenant, il continue de le soutenir. Donc,
ils ont fait des erreurs chez Ben Ali, ils ont fait des erreurs au Gabon, mais ils continuent de faire, de continuer leur dogmatisme. Donc, nous appelons à la France qui, comme tu viens de, Mahmoud vient de perdre, même hier soir, c'est Ouattara qui parlait de la même chose. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va bientôt aussi chasser les Français. Donc, il faudra que le pouvoir français, que ce soit Macron et toute son équipe, se rendent compte de la réalité et qu'ils lâchent, pas, pas à la dernière minute, mais qu'ils lâchent dès maintenant, qu'ils disent à Guélé, il faut respecter la Constitution, et donc il faut qu'au moins qu'ils appliquent les valeurs dont ils disent les concepteurs, quelque part. Ce n'est pas un honneur pour la France d'être dans une dictature, de soutenir plutôt une dictature. Vous savez parfaitement qu'en 2013, lors des élections, le premier et seul, je pense, ambassadeur des pays occidentaux qui était apparu aux côtés de ministre des Affaires étrangères, c'était l'ambassade de France. Et nous, en tant que peuple djiboutien, qui aimerions avoir du partenariat avec tout le monde, ce n'est pas vis-à-vis du peuple français, mais par rapport au gouvernement français, que nous voulons dire que ça n'honore ni les Français ni la France d'être aux côtés d'une dictature qui se moque d'ailleurs de la France elle-même, parce que au moment où Emmanuel Macron, le président français, était arrivé à Djibouti, je pense qu'un jour ou en même temps que lui était arrivé le ministre de l'Éducation russe à Djibouti pour dire que, écoutez, la France, ne pensez pas qu'on a besoin toujours de vous. Donc, cette dictature est en train de se moquer à la fois des instances internationaux sur la question des droits de l'homme et autres, est en train de se moquer des partenaires, que ce soit stratégique ou non stratégique, des pays occidentaux. Ils sont en train de se moquer de tout le monde et ils sont en train de, surtout, de torturer la population djiboutienne. Nous autres Djiboutiens, nous voulons la liberté, nous voulons être amis avec, sur le plan stratégique, avec nos pays voisins, mais également avec les partenaires occidentaux ou internationaux. Et nous luttons contre la dictature. Nous n'oublierons pas tout pays, tout peuple qui sera à côté du peuple djiboutien qui lutte contre ces dictatures. Donc nous disons à la France, ça n'honore pas d'être avec une dictature et de ne dire aucun mot sur la question des droits de l'homme. Merci. Alors, moi, je vais rappeler un petit peu de propos de Ahmedine, Allah Nahariste. Ahmedine, il disait que pour lui, il y avait 3 types de coopération française en Afrique. Il y a la coopération dans continuité, c'est celle qu'on a connue de la sortie des indépendances, avec la présence d'une force armée, mais également donc, une structure administrative qui a accompagné le pays. Et ensuite, il avait dit qu'il y avait une coopération connivence. C'est celle que nous vivons aujourd'hui à Djibouti, malheureusement. Et il avait dit qu'il y avait une 3e, c'est la coopération rupture. On n'en est pas encore là, mais c'est à nous, Djiboutiens, de pousser pour que la France ait cette coopération rupture avec la dictature djiboutienne. Donc, la coopération connivence qui consiste à donner des bouffées d'oxygène à cette dictature qui est agonisante, elle n'honore pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Abdi. Elle n'honore pas la France. Elle ne jette pas des bonnes bases. Malheureusement, la politique française aujourd'hui, qui est menée par Macron, elle montre des signes qui sont très problématiques déjà sur le plan interne. Nous vivons, nous sommes des Français, on voit réellement comment il agit donc, avec nous sur le plan intérieur. Et donc, je pense que c'est la même équipe, en fait, qui est de l'autre côté aux affaires étrangères. Et donc, on déplore aussi, c'est camouflé aujourd'hui, c'est des échecs pour Macron, en fait. Tout ce qu'il subit sur le plan international, ce sont des échecs pour la France aussi. Vous avez vu, Ismaël, on a parlé au Tchad, au Sénégal, la Côte d'Ivoire hier. Donc, tout ça, c'est lui, en fait. C'est l'échec de Macron. Donc, on dit aussi, nous exhortons les autorités de notre pays, donc qui est la France, de réinventer une nouvelle coopération et qu'on passe pour Djibouti à la coopération réellement, pas de connivence, mais des ruptures, où on a besoin de partenaires qui nous accompagnent dans le développement, qui nous accompagnent aussi dans d'autres domaines
où les Djiboutiens ont réellement besoin de la France. Aujourd'hui, cette posture française n'honore pas, et sachant que, malheureusement, donc nous sommes aussi des pragmatiques, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Elle a des intérêts, et aujourd'hui, les intérêts de la France, nous disons, elle n'est pas avec la dictature. La dictature est en train de mourir. L'intérêt de la France aujourd'hui est d'appuyer les démocrates et ceux qui se battent pour réellement développer et libérer le pays de cette dictature. Juriste et président de l'ABDDH, Abderrahman Mohamed Al-Rassas, directeur de l'Institut de l'Afrique, Asie des études stratégiques, Ismail Jilal, professeur expert en informatique, et Abdi Abakar, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet échange, cet éclaircissement sur le rôle que veut jouer le régime djiboutien sur la diaspora djiboutienne et quelle réponse pour la diaspora djiboutienne. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Djibouti et une prochaine émission sur Œil du continent. Merci et à bientôt. Merci également à l'ensemble de nos techniciens et à toute l'équipe de La Voix du Djibouti. Je profite aussi pour cette émission pour dire à l'ensemble de nos auditeurs et nos téléspectateurs bonne année 2025.